Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un peu salissant, les fameuses régurgitations du nourrisson. L'idée ici, c'est vraiment de faire le tri entre ce qui est parfaitement normal et ce qui nécessite un vrai suivi médical. Le but, vous redonner un peu de tranquillité d'esprit face à tout ça. Alors, au programme, on va d'abord aborder cette réalité qui remplit nos paniers à linge, comprendre pourquoi les bébés recrachent et surtout apprendre à faire la différence entre le normal et le pathologique. On verra ensuite 7 petits gestes très pratiques, on fera le point sur les laits épaissis et on finira par les moments précis où il faut absolument consulter. Allez, première partie, on plonge tout de suite dans le vif du sujet, cette réalité bien salissante qui inquiète tant. Face aux machines à laver qui tournent en boucle, il y a une angoisse totalement légitime qui s'installe. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour lesquelles on file chez le pédiatre. On se demande tous, est-ce que le bébé régurgite vraiment trop? Est-ce qu'il garde au moins assez de lait dans son ventre pour grandir correctement? C'est vrai que c'est hyper déconcertant de voir un tout petit rendre ce qui ressemble à la moitié du repas qu'il vient de tout juste prendre. Mais voilà un chiffre qui devrait immédiatement vous rassurer, 50%. Étonnamment, la moitié de tous les bébés de moins de 3 mois régurgitent au moins une fois par jour. Et ça grimpe même à 70% vers l'âge de 4 mois. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est qu'il s'agit d'une phase physiologique incroyablement commune et tout à fait attendue. On passe à notre deuxième partie, mais au fond, pourquoi est-ce que ça arrive? En fait, la science derrière tout ça se résume à un tout petit muscle en plein développement, le sphincter inférieur de l'œsophage. Imaginez ça comme une petite porte qui ferme l'entrée de l'estomac. Chez les nouveau-nés, cette porte est tout simplement immature. Elle se relâche très facilement, surtout quand l'estomac est plein ou quand il y a une légère pression sur le ventre. Résultat, le lait remonte de façon totalement passive, sans le moindre effort. Ce n'est pas un vrai vomissement, juste un petit débordement. Et c'est là qu'intervient un concept médical absolument génial, le happy sphitter ou le cracheur heureux. Concrètement, si un nourrisson régurgite d'énormes quantités, mais qu'il garde le sourire, qu'il tète avec appétit et que sa courbe de poids est super belle, c'est un problème pour la lessive, pas un problème médical. Ça ne nécessite absolument aucun traitement. Troisième partie, comment différencier justement ce qui est normal de ce qui cache quelque chose de plus embêtant? Visuellement, la différence est très claire. D'un côté, on a la régurgitation, c'est passif, c'est totalement indolore, le lait coule tout doucement. De l'autre, le vomissement. Là, c'est un processus actif, ça demande un vrai effort, le bébé pâlit souvent, ses muscles abdominaux se contractent et c'est projeté avec force. D'ailleurs, un petit rappel super important, un vomissement projeté en jet avant l'âge de 6 semaines, ça peut être une urgence médicale due à une sténose du pylore. On voit bien dans ce tableau qu'il y a un monde de différence entre un petit rejet simple et le fameux RGO pathologique, le reflux gastro-œsophagien. Dans un vrai RGO, l'acide de l'estomac remonte et vient bruser l'œsophage. Ça provoque des pleurs intenses, le bébé cambre le dos de douleur, ce qu'on appelle le syndrome de Sandifer, et il peut même refuser de s'alimenter complètement parce qu'il associe le repas à la douleur. Le sommeil est très perturbé quand il est couché et la prise de poids finit par stagner. Mais respirez un grand coup en regardant ça. Le RGO pathologique ne touche en réalité que 5 à 10% des nourrissons. Ça veut dire que l'immense majorité des bébés est tout simplement en train de gérer une petite immaturité digestive normale. Quatrième partie, voici 7 petits ajustements super pratiques pour soulager tout le monde. Pour gérer ces remontées normales mais chronophages, quelques habitudes font toute la différence. Déjà, faites des petites pauses pendant le repas pour le faire rôter, ça évite de surcharger l'estomac. Ensuite, utilisez la gravité à votre avantage en gardant le bébé en position semi-assise pendant 20 à 30 minutes après avoir mangé. Évidemment, on oublie les jeux trop agités juste après. Et pensez bien à vérifier la taille de la tétine du biberon. Si ça coule trop vite, le bébé va avaler beaucoup trop d'air. Autre point très important, il faut absolument éviter d'appuyer sur ce petit ventre. Donc on évite de trop serrer les couches ou les bodys, on repense les trajets immédiats en siège auto qui compressent vraiment l'abdomen et on peut potentiellement surélever un tout petit peu le matelas du berceau. Mais attention, pour ce dernier point, on demande toujours le feu vert de son pédiatre, question de sécurité. Alors ça, c'est un fait très amusant et super déculpabilisant. Une tache de lait, ça a toujours l'air gigantesque sur un petit body blanc. Mais en réalité, la grande majorité des régurgitations fait un volume inférieur à 10 ml. C'est vraiment une infime fraction de ce que le bébé a avalé. Notre cerveau nous joue des tours avec cette fameuse illusion d'optique. Cinquième partie, qu'est-ce qu'on fait quand les petites astuces ne suffisent pas? Les laits épaissis, ça marche? On se pose souvent la question du remède miracle. Les laits anti-régurgitation ou AR épaississent le contenu de l'estomac. Ça marche plutôt bien pour réduire le volume visible qui remonte. Par contre, attention, ça ne guérit pas du tout l'acidité s'il s'agit d'un vrai RGO pathologique. On a aussi des épaississants à la caroube ou à l'amidon, mais ils peuvent parfois provoquer de la constipation.
Quant aux médicaments du type inhibiteur de la pompe à protons, ils sont strictement réservés aux cas pathologiques avérés. C'est pour ça que tout changement de lait ou l'ajout de médicaments doit toujours être encadré par un médecin. On en arrive à notre 6e et dernière partie. Quand faut-il vraiment demander de l'aide? Il est fondamental de savoir quand laisser tomber les remèdes maison. Si votre bébé présente un de ces drapeaux rouges, on file consulter d'urgence. C'est-à-dire, s'il vomit en jet systématiquement à chaque repas, surtout avant 6 semaines. S'il y a la moindre trace de sang, rouge vif ou aspect marque de café, dans ce qui remonte. Si un refus catégorique de s'alimenter s'accompagne d'une perte de poids. S'il y a des signes de déshydratation, comme des lèvres toutes sèches ou la fontanelle enfoncée. Et enfin, si tout ça apparaît soudainement, du jour au lendemain, après des semaines sans aucun souci. Mais pour tous les autres, l'immense majorité d'entre eux, la patience sera vraiment votre meilleur allié. Plus de 90% des bébés arrêtent complètement de régurgiter avant même de fêter leur premier anniversaire. C'est tout bête, mais le simple fait d'apprendre à s'asseoir tout seul et de commencer à manger des petites purées résout naturellement ce réflexe immature. Gardons vraiment en tête que cette phase un peu salissante n'est que temporaire. À mesure que le petit estomac de votre bébé se renforce, les piles de linge vont fondre et on sera parfaitement prêt pour affronter la suite. D'ailleurs, à votre avis, une fois qu'on a fini avec les bavoirs à plein temps, quelle nouvelle aventure de parents viendra prendre le relais? C'est ça qui est